C'est pour moi un grand plaisir, un grand honneur de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Je vous remercie parce que vous avez souhaité partager ensemble avec moi l'une des questions importantes de la vie de l'homme sur terre, le leadership et la bonne gouvernance. Ces moments précieux sur un thème aussi important dans la vie de chacun d'entre nous, le leadership et la gouvernance. Je voudrais que chacun d'entre nous, d'entrée de jeu, qu'il comprenne que le temps qui va passer dans cette salle, ce n'est pas un temps fortuit. Ce n'est pas un accident. C'est un temps précieux, voulu, décidé, et qui doit marquer l'événement d'un cursus nouveau, d'un chemin nouveau, non seulement pour soi-même, pour sa famille, pour sa province, pour sa nation, pour le continent. Mais depuis ma mort, je voudrais remercier le Parlement des jeunes et la Digenère pour avoir organisé ces forums et m'avoir invité pour parler d'une question aussi importante qui concerne le binôme de leadership et les gouvernants. Mes chers amis, ce que vous devez savoir, c'est que le monde est battu sur le leadership. C'est le leadership qui est à la base de la fondation de l'humanité tout entière. C'est le leadership qui est à la base de la création des richesses des nations. C'est le leadership qui est à la base de tous les changements possibles qui puissent exister. Professeur Godefroy, merci de nous avoir introduits et d'avoir eu des pensées positives, des rêves positifs à ce qui nous concerne. Nous vous remercions. Mais nous remercions aussi tous les jeunes qui sont dans cette salle. Pour certains, ils ont fait les déplacements de l'ensemble des territoires de la province. Ils ont bravé les risques, les obstacles, les épreuves pour venir participer à cette séance qui devra constituer non pas une partie des participations, mais un capital, un investissement pour soi-même, pour sa famille, pour sa province, pour son pays. Ceci est très important. Qu'après d'une semaine, j'animais ce même type de conférences sur le même thème dans un pays africain, au profit d'un gouvernement. C'est pour dire, chers amis, qu'il n'y a pas de secret pour se développer. Il n'y a pas de secret. Le secret, vous l'avez, c'est le leadership. Dieu n'a pas créé un pays développé. Avez-vous déjà vu l'histoire d'un pays qui, quand il est né, il était développé? Ça n'existe pas. Avez-vous déjà vu l'histoire d'une économie émergente qui est née émergente? Ça n'existe pas. Avez-vous aussi connu l'histoire d'un pays qui est né sous-développé? Ça n'existe pas. Mais l'histoire des pays développés et des pays sous-développés, l'histoire des pays riches et des pays pauvres, l'histoire des provinces riches et des provinces pauvres, l'histoire des familles riches et des familles pauvres, l'histoire des individus, de jeunes riches et pauvres, c'est l'histoire des leaderships, c'est l'histoire de la gouvernance. Parce que
Quand Dieu créa le monde, il n'a pas créé la richesse et la pauvreté. Il a dit à l'homme ou à la femme, allez et transformer le monde. Certains ont compris, ils sont développés. D'autres n'ont jamais compris, ils sont pauvres et ils disent les autres ne nous aident pas à nous aider, à nous développer. Qui empêche à l'autre de se développer? Personne. Voilà pourquoi je fais le pèlerin pour expliquer le secret du progrès. Parce que j'ai été ministre des Finances dans ce pays. En 6 mois, nous avons atteint le point d'achèvement. L'effacement des 10 milliards de dollars de la dette extérieure. 7 ans avant, ce n'était pas possible d'atteindre le point d'achèvement. En 6 mois, nous l'avons atteint. À cause de quoi? Des leadership et de la gouvernance. Les gens disaient, les Congolais sont incapables de s'imposer une discipline macroéconomique. On l'a fait en 6 mois. Interrogez l'histoire vous le dit. En 4 mois et 9 mois, comme Premier ministre, nous avons réalisé les meilleures performances économiques et sociales que ce pays n'ait jamais réalisées depuis 1960. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, interrogez les institutions internationales dans les domaines, ils vous le disent. En 2014, la RDC a gagné 14 points dans l'indice du développement humain. Et ceci n'avait jamais été réalisé dans l'histoire du pays. L'indice du développement humain, chers jeunes, c'est l'indice qui permet de voir comment un pays réalise le progrès du fait de sa politique économique. Là-dedans, vous y trouvez l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité, la mortalité infantile, l'accès à l'éducation, ainsi de suite. Donc, tout est possible, surtout pour une province comme celle de Nord-Kivu, dotée de potentialités énormes, où seuls les détonateurs des leadership et des gouvernances font défaut pour que cette province éclate, qu'elle devienne la référence du monde. Comment pouvez-vous imaginer qu'une province comme celle-ci, qui a des potentialités touristiques inimaginables, que ses fils et ses filles aillent faire du tourisme dans des pays ou des provinces où le potentiel touristique ne représente même pas les millième du Nord-Kivu? Vous avez déjà fait cette situation. Avez-vous déjà vu ce type de paradoxe? Chers jeunes, je suis là pour partager avec vous cette expérience. Et je voudrais que d'entrée de jeu, vous preniez votre présence ici comme un investissement, comme un capital. Parce qu'un grand homme disait, il y a 2 temps dans la vie. 2 moments importants dans la vie. Au lieu de dire, comme tout le monde le savons, les jours de la naissance et les jours de la mort, ces grands hommes disaient, les jours de la naissance, c'est vrai, parce qu'on vous donne la vie. Dieu vous donne la vie. Mais le deuxième moment le plus important, c'est les jours où vous décidez de devenir une personnalité qui va donner son concours dans l'histoire de l'humanité. Tout le monde constitue une richesse. Tout le monde constitue une différence. Mais c'est chacun d'entre nous de décider de les devenir ou pas. Qu'est-ce que c'est le leadership? Ceci est très important. Il faudra que vous sachiez. C'est l'influence qu'un homme, une femme peut exercer sur les autres.
les leaderships, l'influence. Il n'y a pas de leadership sans influence. Vous qui êtes venus de l'ensemble de la province, sachez que si on vous demande qu'est-ce que c'est leadership, quand vous rentrez, parce que vous êtes des formateurs aujourd'hui, quand vous participez à ce séminaire, c'est-à-dire l'influence qu'un homme, qu'une femme peut exercer sur les autres. Ça peut être une famille, ça peut être une province, ça peut être un continent, un pays ou le monde. Mais cette influence n'est pas automatique. Il faut que la personne inspire les autres. Vous devez inspirer les autres. Mes chers amis, un leader, c'est quelqu'un qui inspire les autres, qui force les autres à croire que l'homme mérite la différence. Et lorsque l'inspiration arrive, il y a la conviction. Les gens sont convaincus. Ce n'est pas la suite des radios et des télévisions qui pilient la RDC. Ce n'est pas la suite des journaux qui pilient la RDC. Mais c'est du fait d'un esprit, d'un discours, d'un idéal, au travers lesquels les autres se retrouvent. Et donc, un leader, ce n'est pas quelqu'un conçu du fait de communiquer, du fait de son argent de transport, mais du fait d'une conviction. Ceci est très important parce que ceci nous permet de faire la différence entre un leader et un manager. Un leader n'est pas un manager. Un manager n'est pas un leader. Mais, pour besoin de la cause, un leader peut aussi exercer les forces ou les fonctions du management. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Un leader, c'est quelqu'un qui crée. Un leader, c'est quelqu'un qui aime les changements. Un leader, c'est quelqu'un qui prend des risques. Un leader, c'est quelqu'un, comme j'ai dit tantôt, du fait de la conviction. Il a des fonds, des gens qui pensent que nous pouvons suivre cet homme. Même s'il est pauvre, même s'il n'a rien, même s'il n'a pas de fonction. Mais les gens croient en lui. Voilà un leader. Mais le manager, au lieu d'avoir une vision, il a des objectifs. On lui a fixé des objectifs qu'il doit atteindre. C'est un directeur général. Au lieu de créer des changements, lui, il gère les changements déjà créés, les actes. Il ne prend pas les risques, il minimise les risques. Et il n'a pas de fonds, il n'a que des employés. Ceci est très important, mes chers amis, parce qu'il y a beaucoup de managers qui se disent être leaders. Non. La fonction que vous occupez ne vous confère pas les titres de leader. La fonction peut vous conférer les titres de manager. Ceci est très important parce que ici, mes chers amis, vous avez fait le parcours de l'ensemble des territoires, pas pour devenir un manager, pas pour enseigner le management, mais pour enseigner le leadership. Pour être leader, parce que l'histoire des grandes nations, l'histoire des grands hommes, l'histoire des grandes tribus, l'histoire des grandes provinces, c'est l'histoire des leaders. Et Dieu, quand il créa le monde, il créa tout le monde leader. Tout le monde a le potentiel d'être leader. Il y a d'autres qui refusent d'être des leaders et prennent le chemin de la sorcellerie, du fétichisme,
des familles pauvres. Mais les grands leaders sont, la plupart d'entre eux, venus de familles modestes. Qu'est-ce que c'est le processus de leadership? Ceci est très important. Le processus de leadership commence par ce que nous pouvons considérer comme la vision. Un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, qui a un rêve. Et chacun d'entre nous a déjà eu une vision. Chacun d'entre nous a déjà eu un rêve. Et ce rêve doit être grand. Si vous n'avez pas un rêve qui est grand, une vision qui est hautement élevée, c'est que vous n'êtes pas un vrai leader. Mes chers amis, l'histoire de l'humanité, en commençant par Dieu lui-même quand il créa le monde, il a eu une vision. Il a eu une vision. Lisez les livres de Genèse. Le leader doit avoir une vision, et une grande vision. Si vous rêvez d'être menuisier, mais comment voulez-vous que vous deveniez leader, un menuisier? Et c'est comme ça que Oscar Wilde disait: il faut viser la lune pour arriver aux étoiles. Mais moi, j'ai dit qu'il faut plutôt viser les étoiles pour arriver à la lune. Certainement, quand ce pays était en train d'investir, les États-Unis ont investi 4% du PIB des États-Unis. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça représente. Pour que les Américains arrivent à la Lune, dans certains pays, on pourrait parler de la mauvaise gouvernance. 4% du PIB national américain a été investi pour que les Américains aillent à la Lune. Le leadership, je l'ai dit, c'est cette vision de grandeur. Ils n'ont pas atteint la Lune, qui est presque à 384 milliards, donc 42 milliards de kilomètres. La première étoile la plus rapprochée. Mais au moins, ils sont arrivés à la Lune à plus de 380 kilomètres de la Terre. Si c'était dans certains pays, on dirait, mais voilà, un homme qui rêve des choses irréalisables, un homme fou, une femme folle. La vision. Mais il faut que cette vision, il faut que ces rêves soient compatibles avec vos atouts, avec vos talents. Chers amis, j'aime, chacun d'entre nous constitue une particularité. Dieu dote chacun d'entre nous de son talent. Il ne faut pas être professeur d'université comme le professeur Kamala ici, pour être connu, pour avoir du succès. Les gens comme le Messi, les Ronaldo, ils ont quel doctorat? Mais tout le monde les connaît ici dans la salle. Et ils ne sont pas pauvres. Certains d'entre eux peuvent même décider d'acheter toute la ville de Congo. Les talents. Dieu a mis dans chacun d'entre nous un talent. Il s'agit de l'écouter. Il s'agit de l'exploiter. Chers amis, apprenez à parler avec vous-même. Un leader doit savoir parler avec lui-même. Vous devez avoir le temps d'échanger avec vous-même. Un temps de silence
un temps pour vous concentrer pour dire qu'est-ce que je dois faire. C'est ça le leadership. L'histoire de ceux qui ont transformé le monde, c'est l'histoire des gens qui savent se poser des questions à eux-mêmes et qui savent donner des réponses. La vision est d'être compatible avec vos talents, avec votre temps, avec vos capacités. Mais pour que la vision se réalise, il faut définir des objectifs. Voilà la deuxième étape. Un leader, il ne faut pas qu'il se réveille chaque matin, il ne sait pas ce qu'il doit faire, il attend le premier coup de téléphone pour lui dire, cher ami, venez, et sa journée commence. On l'appelle, mais qu'est-ce que vous dites? Non, je n'ai pas encore reçu le coup de téléphone de mon ami. Mais ce n'est pas possible. Un leader, quand il se réveille, il sait ce qu'il doit faire. Et un leader doit avoir une philosophie, mes chers amis. Est-ce que vous savez que la philosophie est même la fondation de l'humanité? Vous devez vous poser des questions. Pourquoi vous êtes né dans le territoire de Béni? Pourquoi vous êtes né à Rutshuru? Pourquoi vous êtes né à Lubero? Pourquoi vous êtes né à Masisi? Pourquoi vous êtes né à Goma? Mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a pas de chance dans la vie. Les leaders n'ont pas de chance, n'ont pas de hasard. La philosophie, quand Dieu créa le monde, il dit allez transformer le monde. Il n'a pas dit allez détruire le monde. Dans certaines parties de la terre, on détruit ce qui a été construit. La philosophie. L'histoire de ce monde ne retient que l'histoire des gens qui ont compris la recommandation de Dieu. Ils sont venus sur terre, ils ont apporté leur contribution à la transformation et à la construction du monde, et sans pouvoir décider d'eux-mêmes, l'histoire retient leur nom. L'histoire a retenu le nom de Lumumba. Beaucoup d'entre vous ici sont nés après Lumumba. Moi-même, je suis né après la mort de Lumumba. Ceci ne m'a pas empêché de bâtir une statue de Lumumba dans le jardin du Premier ministre. Il est mort en 61, je suis né en 64. La philosophie de la vie. Qu'est-ce que vous avez décidé de laisser sur cette terre qui vous a vu naître? La philosophie. Vous ne pouvez pas vous réveiller chaque matin et savoir ce que vous devez faire pour vous-même, pour votre famille, pour votre territoire et pour votre province. Ce n'est pas possible. C'est une vie gaspillée. Il est donc important, chers amis, qu'à partir d'aujourd'hui, en sortant de cette salle parlementaire de jeunes, membres de la dynamique jeunesse consciente, que vous puissiez savoir la raison de votre vie sur terre. Et vous comprendrez qu'il va naître en vous une certaine énergie qui va vous pousser à fonctionner. Les objectifs que vous avez doivent être planifiés. Rêvez grand, ayez une philosophie, mais définissez les objectifs, chers amis. Vous voulez devenir grand professeur, c'est bien, c'est un objectif. Le rêve, c'était de devenir
un grand homme. L'objectif, professeur. Mais professeur de quoi? Des mathématiques, de philosophie, des sciences économiques. Voilà les objectifs globaux. Mais il faut avoir des objectifs intermédiaires. Et pour ça, il faut le plan. Mes chers amis, laissez-moi partager vous avec l'histoire. Les grandes nations ont réussi à se développer parce qu'elles ont planifié. Les ministères du plan étaient des grands ministères dans des pays développés à l'époque. Le Japon avait le ministère du plan qui était l'un des grands ministères du gouvernement japonais parce qu'il fallait savoir dans 10 ans ce que serait le Japon, dans 20 ans ce que serait le Japon, dans 30 ans ce que serait le Japon. C'est la même chose pour vous. Vous êtes jeune, mais vous devez savoir dans 10 ans qui vous serez, dans 30 ans qui vous serez. Vous ne pouvez pas être en 2021, vous ne savez pas ce que vous serez en 2025, ce que vous serez en 2030, ce que vous serez en 2050. Les objectifs globaux, mais il faut mettre des objectifs intermédiaires. Si vous voulez être professeur, par exemple, mais vous devez savoir que pour être professeur, vous devez être assistant, vous devez être chef de travaux, avant de devenir professeur. Et dans l'échelle même des professeurs, il y a professeur 1, professeur 2, professeur 3, c'est un professeur full. Mais il y a des critères, et vous le savez. Ce n'est pas chaque personne qui termine la licence qui devient assistant. Il y a des conditions. Et tout ça, ça vous permet de pouvoir prendre des dispositions afin de réussir à atteindre les objectifs. Et les objectifs peuvent être sectoriels. Vous pouvez devenir professeur, mais est-ce en chimie, est-ce en géographie, est-ce en lettres, est-ce en économie, est-ce en droit, est-ce en sciences po? Tout ça, chers amis, voilà le secret de leadership. Vous ne pouvez pas avoir des objectifs sans savoir ce que c'est la méthode. La méthode. Vous tous, vous savez l'importance de la méthode. La méthode. Un enchaînement raisonné, cohérent pour atteindre les objectifs, toutes choses restant égales par ailleurs. Voilà pourquoi, chers jeunes, on enseigne les cours de méthodes et recherches scientifiques en première graduat, quelle que soit l'option. Parce qu'on veut que les étudiants sachent que la méthode dans la vie d'un homme, d'une institution, d'un État est indispensable. Parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de chance. Quel type de méthode appliquez-vous dans votre vie pour réussir? Quel type de méthode un pays, un gouvernement veut appliquer pour atteindre les objectifs définis de bien-être social? Est-ce le capitalisme? Est-ce le socialisme? Est-ce le communisme? Le bien-être social. On l'a vu. Pour les capitalistes, il faut les libres marchés, concentrés sur l'activité de l'homme. Pour les communistes, les socialistes, l'État a un rôle à jouer. C'est la méthode. La même chose pour votre vie. Vous voulez réussir. Quelle est la méthode que vous voulez appliquer?
Il y en a qui souhaitent la tricher. Ah oui, vous avez des étudiants à l'université qui ne connaissent pas beaucoup de choses, mais qui sont toujours parmi les premiers de la classe. Ils ont des méthodes qu'ils ont choisies. Mais vous pouvez avoir la méthode, il faut des techniques. Mes chers amis, les nations, les grandes nations, les grands hommes, les grands entrepreneurs, les grands professeurs, ce que je suis en train de vous raconter ici, c'est ça l'histoire. Et que vous, si vous voulez aussi devenir un grand homme, vous voulez que votre province réussisse, vous voulez que votre pays soit honoré d'être une économie émergente, une économie développée, voilà les schémas. Vous ne pouvez pas vous passer parce que les grandes économies que vous connaissez, les États-Unis, la méthode, c'est le capitalisme. La Chine, c'est le communisme. Vous ne pouvez pas inventer la roue, mais il faut des méthodes et des techniques. Les techniques, c'est la mise en œuvre de la méthode. Les stratégies, les savoir-faire. Quelles sont vos techniques pour réussir? Est-ce que c'est la loi de moindre effort? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le colportage? Il y a des gens qui réussissent dans leur vie rien que par le mensonge, rien que par la flatterie, rien que par les coups bas. Ce que vous devez savoir, c'est que ce type de techniques peuvent vous élever comme un ascenseur, peuvent aussi vous ramener en bas comme un ascenseur. La même chose pour un gouvernement. Il faut qu'il y ait des techniques pour pouvoir matérialiser la vision, les objectifs. Lorsque nous étions au gouvernement, nous avons parlé des performances économiques et sociales de notre pays entre 2012 et 2016, qui était considéré comme le meilleur de ces pays depuis 1960. Nous avions une technique qui était appelée la troïka stratégique. Troïka stratégique, qui avait pour mission chaque lundi de 7h à 8h du matin ou de 6h à 7h du matin de prélever la température économique et sociale de l'ensemble du pays. 60 minutes, pas plus. Ce qui nous permettait de savoir ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays. Chers amis, Dieu vous a créé, mais Dieu a exigé que vous puissiez vous laver chaque matin. Et si vous ne lavez pas chaque matin, vous aurez des problèmes de santé, n'est-ce pas? Ceci nous permettait de savoir quelle était la santé économique de notre pays et de trouver des solutions. Et lorsque nous prenions des recommandations, à la fin de 60 minutes, ces recommandations devaient être réalisées à 90% à la prochaine réunion. Et la prochaine réunion commençait par l'évaluation des réunions et des recommandations de la formation. Connaissez-vous combien de réunions commencent dans notre pays, dans notre organisation, et qui procèdent par l'évaluation des recommandations de la réunion passée?
grandes nations. L'histoire des hommes qui réussissent, c'est l'histoire qui commence par évaluer les recommandations prises précédemment. Ce que vous devez savoir, une fois que vous êtes doté de toutes ces techniques, camarades jeunes, vous qui décidez de devenir des leaders, vous devez savoir ce que le leadership, c'est un chemin de challenge. Les challenges. Les challenges. Les obstacles. La vie d'un leader, c'est la vie des obstacles. Parce que c'est une navigation en contre-courant. C'est pour ça qu'il y a un leader et qu'il y a des followers, des suiveurs. Vous, quand vous êtes leader, vous avez donc décidé de pouvoir naviguer à contre-courant, de pouvoir fonctionner pas comme le groupe. Mais vous devez savoir qu'en ce moment-là, vous avez décidé de vous constituer une armée des attaques. Une armée des adversaires, y compris de vos propres amis. Et d'ailleurs, dans la Bible, il dit les meilleurs ennemis, on les révite parmi les amis. Mais le chemin des leaders, ce n'est pas un boulevard. Mais sinon, tous nous serions des leaders. C'est un chemin difficile, c'est un sentier. C'est une montagne qu'on monte, qu'on parcourt chaque jour. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Camarades, jeunes, vous qui êtes ici, l'histoire des grands hommes, c'est une histoire parsemée d'échecs, d'obstacles, de difficultés. L'histoire des grandes nations, c'est l'histoire des nations qui ont vaincu des guerres, des catastrophes. Ce n'est pas l'histoire des nations qui ont accepté les défaites. Non, l'histoire des grandes nations, c'est une histoire qui s'est construite dans les difficultés, dans les obstacles. Et pour ça, chers amis, c'est important, vous devez le savoir, les leaders doivent bénéficier des valeurs. Les valeurs. Voilà pourquoi 1% seulement de la population mondiale constitue la race des leaders. Chers amis, jeunes, quand vous décidez d'être leader, sachez que vous devez être dans la rareté. Le leader, c'est la rareté. Parce que le leader, c'est affronter les difficultés, prendre les risques. Et pour ça, vous devez être une personne dotée des valeurs. Voilà les valeurs qui sont là. Les valeurs. Vous qui allez enseigner le leadership, vous devez enseigner les valeurs. Un leader doit être honnête, un leader doit être constant, un leader doit être quelqu'un qui sait beaucoup travailler. Dieu a dit, vous allez manger la sueur de votre front. Avez-vous déjà vu des gens qui suent sans avoir travaillé? Il n'y a aucun pays développé qui a atteint ce niveau sans un travail ardu. La province du Nord Kivu ne va pas se développer avec des discours, avec des slogans. C'est avec des travail, un travail ardu, méthodique, avec des techniques précises, avec une vision projetée à 30 ans, 40 ans, 50 ans. Des valeurs.
Vous devez être des hommes et des jeunes, des femmes, des jeunes, dépositaires de valeurs. Si vous décidez aujourd'hui de suivre les chemins de leadership, sachez que vous devez avoir des valeurs. Les valeurs sont là. Le leadership s'est défini par ce type de valeurs. Un leader doit produire. Un leader parle peu, il produit beaucoup. Parce que c'est la production qui insère les leaders dans l'histoire du monde. Qu'avez-vous fait pour l'humanité? Parce que John Kennedy, le président américain, disait ce qui compte dans l'histoire de l'homme sur Terre, ce n'est pas ce qu'il a atteint comme fonction, c'est ce qu'il a fait pour l'humanité à partir des fonctions qu'il a occupées. Qu'avez-vous fait pour votre territoire? Qu'avez-vous fait pour votre village? Qu'avez-vous fait pour votre ville? Qu'avez-vous fait pour votre province? Quand vous aurez répondu à ce type de questions, chers jeunes, vous aurez compris que vous êtes sur le chemin de leadership. Il faut avoir des valeurs. Parce que ce sont ces valeurs-là qui permettent d'exceller, d'avoir de l'excellence et des produits. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui se déclare être bon. Les gens disent qu'il est bon. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui travaille pour soi-même. Un leader, c'est quelqu'un qui travaille pour la communauté. Un leader, c'est quelqu'un qui sait servir les autres. Chers jeunes, vous devez savoir servir. Martin Luther King disait, tout homme peut devenir grand. Parce que tout homme peut servir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Voilà le chemin de leadership. Ceci est très important, chers amis, pour que vous puissiez savoir que quand vous avez choisi le chemin de leadership, ce chemin vous exige à avoir toutes ces qualités. Mais le leadership seul ne suffit pas. La bonne gouvernance. Le binôme du fait qu'il y a des pays développés, il y a des pays sous-développés. C'est le différentiel entre les déficits de leadership, les déficits de la gouvernance et les leadership de qualité et la gouvernance de qualité. Je voudrais ici vous dire, selon mes recherches scientifiques que je suis en train de faire, un livre sera produit sur cette question. Le sous-développement des nations n'est pas fondé sur les races. Ce n'est pas parce qu'on est noir qu'on ne peut pas se développer. Le leadership nous permet de voir que le développement n'est pas fondé sur la localisation géographique, parce que les gens disent oui, l'Afrique telle qu'il est située, il ne peut que se développer. Non, c'est faux et archi. Le sous-développement n'est pas aussi lié à la malédiction, comme certains chercheurs occidentaux ont voulu le dire, pour dire que les pays dotés de ressources naturelles, des provinces comme le Nord Kivu ont une malédiction. Est-ce que Dieu peut maudire un pays ou une province? Chers étudiants, est-ce que vous croyez à ça? Dieu est tellement bon, comment il va maudire le Nord Kivu? Comment il va maudire la RDC? C'est une malédiction du déficit de leadership, une malédiction du déficit de gouvernance. Voilà pourquoi la bonne gouvernance est très importante pour accompagner le leadership. Nous prêchons cela en Afrique et dans le monde. Mais en Afrique, plus particulièrement, et en RDC, davantage. Parce que quand le leadership et la bonne gouvernance s'invitent, les choses changent positivement.
la bonne gouvernance. C'est cette capacité de pouvoir utiliser les facteurs de production de manière rationnelle pour atteindre des objectifs de manière efficiente. Et il y a plusieurs types de gouvernance. Parce que chacun d'entre nous, quand on parle de gouvernance, on passe souvent aux questions financières, aux questions économiques. Mais attention, il y a plusieurs types de gouvernance, chers amis. La gouvernance peut être politique, c'est-à-dire on se décide d'avoir des représentants politiques de qualité aux différents niveaux, à tous les échelons d'une nation. Ça, c'est la gouvernance politique. On choisit ses dirigeants, on choisit les meilleurs d'entre nous. Chers amis, chers jeunes, vous qui êtes l'avenir de ce pays, le pape disait, vous êtes le présent du pays. Le pape, vous êtes le présent et non pas l'avenir. Avez-vous déjà vu une armée qui va en guerre, qui prend les moins bons et les place devant? Jamais. Les meilleurs, on les met toujours devant. C'est ça la culture de la méritocratie. Les grandes nations, les grandes entreprises, les grandes institutions, mais elles sont fondées sur la qualité des dirigeants. Quand on vous parle des États-Unis, on vous dira que les États-Unis ont été dirigés par les meilleurs des Américains. La gouvernance peut être juridique, chers amis. C'est le respect des textes qui dirigent une institution, un pays, une société. Les règles, les us et coutumes. Parce que vous savez qu'il y a des pays qui n'ont pas de constitution. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une constitution et qu'on peut ne pas respecter, d'avoir des règles qu'on peut ne pas respecter, d'avoir des instructions qu'on peut ne pas suivre. Mais le plus important, c'est des s'entendre sur des textes juridiques et de pouvoir les respecter de manière unilatérale, transparente. La gouvernance peut être aussi judiciaire. C'est le respect des textes qui réglementent la justice. Dieu a dit la justice élève les nations. Mais si vous n'avez pas la justice, il ne faut pas vous attendre à ce que votre nation s'élève. La gouvernance peut être sociale, c'est-à-dire il faut promouvoir la distribution des richesses au travers de l'ensemble de la population, l'ensemble de la société, l'ensemble de la famille, qu'il n'y ait pas des plus riches et des plus pauvres. Veiller à ce que l'écart social entre les gens puisse être réduit. La gouvernance, évidemment, peut être économique et financière. La gestion rationnelle des ressources. Chers jeunes, chers camarades, la gouvernance ne doit pas nous être imposée par les institutions internationales. Mais dont le niveau de vie est plus faible que certains pays africains. À cause de quoi? La gouvernance notamment. Mais la gouvernance, nous la connaissons tous, mais il faut l'appliquer. On vient de dire ici la gouvernance politique, la gouvernance sociale, la gouvernance juridique, la gouvernance judiciaire, la gouvernance sociale, l'économie financière. Quel est le mystère de la gouvernance?
Mais chaque fois quand on fait le classement, nous sommes les derniers. Voilà la compréhension de la gouvernance. Donc, les binômes leadership gouvernance produit ce qu'on peut considérer comme un État fort. Chers amis, vous posez la question pourquoi la province du Nord Kivu est faible? Pourquoi la province du Nord Kivu n'arrive pas à assurer le maximum de sécurité à ses citoyens? Est-elle une province forte? Un État fort, une province forte, c'est l'aboutissement d'un leadership et une gouvernance de qualité. Un État fort, c'est un État qui prend des décisions et qui les applique. Une province forte prend des décisions et les applique. Et ce binôme permet de produire effectivement un leadership de qualité, gouvernance de qualité permet de produire un État producteur, programmateur, protecteur. Mes chers amis, si vous voulez que la RDC soit une économie émergente, une économie développée, la RDC doit être un État pro. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le résultat de la recherche scientifique de l'histoire du développement des nations. On ne décrète pas le développement. L'État pro, c'est le véhicule qui permet à un État de sortir de son État primitif vers un État développé. Voilà pourquoi, en tant que leader, vous devez savoir ce que c'est un État fort. C'est que c'est une institution forte, c'est que c'est une province forte, c'est que c'est une famille forte, c'est que c'est un homme fort. Ce n'est pas un problème de biceps. L'histoire des nations. Des hommes qui réussissent et des hommes qui échouent. C'est l'histoire de leadership et de la bonne gouvernance, tel que nous sommes en train de vous l'expliquer ici. Vous ne pouvez pas vous décréter d'être un homme important, un pays important, une province importante. Ce sont les autres qui vous décrètent, qui décident. Nelson Mandela ne s'est pas décrété leader. Lumumba ne s'est pas déclaré leader. Martin Luther King ne s'est pas déclaré leader. On a dit qu'ils étaient des leaders. Et vous qui décidez d'être des leaders, vous devez savoir prendre des décisions et les appliquer. Parce que le leadership, c'est un chemin difficile, c'est un chemin de risques qu'on doit assumer, qu'on doit prendre. La province du Nord Kivu, chers amis, on l'a dit. Regardez, aujourd'hui le Nord Kivu est à près de 59 000 km en route. Comparé à certains pays africains que vous connaissez, que vous avez toujours cité, les Cap-Vert, 4 000 km², les Togo, 56 000 km², les Rwanda, tout près de vous, 26 000 km², les Burundi, tout près de vous, 27 000 km². Chers amis, les niveaux des citoyens du Nord Kivu, le niveau de vie du citoyen du Nord Kivu est supérieur au niveau de vie de tous ces pays. Et si le citoyen qui vit ici, il a un niveau de vie inférieur,
C'est dû à quoi? Déficit de leadership, déficit de gouvernance. Voilà pourquoi nous sommes ici. Pour partager avec vous les jeunes l'avenir ou le présent du pays. Pour que vous puissiez vous décider. Parce qu'en vous décidant, vous allez relever cette province. Et ce n'est pas une question de demain, c'est une question d'aujourd'hui. La procrastination, celle qui consiste à pouvoir remettre à demain, après-demain, la décision que vous pouvez prendre aujourd'hui, chers jeunes. À partir d'aujourd'hui, mettez la procrastination après. Parce que vous devez être des grands hommes. Ce sont les grands hommes qui font les grandes nations. Lisez l'histoire de toutes les grandes nations. C'est l'histoire des hommes et des femmes comme vous et moi. Aucune nation s'est bâtie d'elle-même. Et parfois, ce sont des jeunes qui ont le même âge que vous ici dans cette salle, mais qui se décident de prendre le chemin de leadership, le chemin de gouvernance, parce que c'est le seul binôme qui fait que certains sont développés et d'autres sont sous-développés. Maintenant que j'ai parlé de leadership et de la gouvernance, je voudrais parler, chers amis, de l'entrepreneuriat. Ceci est important parce que les grandes nations, les grands hommes, les grandes entreprises sont du fait de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un pays où très peu de gens entreprennent, où les gens ne veulent même pas entreprendre. Mais l'histoire, justement, de leadership, c'est l'histoire liée à l'entrepreneuriat. Le jeune que vous êtes, en vous, on doit trouver les graines de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que c'est entreprendre? Créer, initier un projet, commencer une action. C'est ça l'entrepreneuriat. On vous parle en anglais du mot start-up, tout ça, et vous apprenez de manière comme un perroquet, start-up, c'est commencer une activité. C'est ça, start-up. Oser, risquer, qui ne risque rien, n'a rien. L'histoire des grands pays comme les États-Unis, mais c'est l'histoire de l'entrepreneuriat. La grandeur des États-Unis, c'est la grandeur des hommes riches qui ont entrepris, qui ont commencé une entreprise. Généralement, l'histoire des jeunes gens, des hommes venus de familles modestes. Chers jeunes, du Nord Kivu, cette séance d'aujourd'hui, c'est aussi un appel à ce que vous deveniez des grands entrepreneurs. Créez, entreprenez. Vous avez des modèles dans cette même province. Monsieur Vanny Michel, ici, qui crée Serena ici? A-t-il une thèse de doctorat en hôtellerie? Est-il d'une peau blanche? Est-il né d'une tribu bénie? Est-il né dans une famille riche? Mais c'est l'histoire d'un jeune de cette province qui a décidé d'entreprendre. Et aujourd'hui, il a un hôtel qui se présente comme être le meilleur de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Chers jeunes, entreprenez, entreprenez. Quand vous créez
diminuez la pauvreté. Quand vous créez, vous diminuez le chômage. C'est ça l'histoire. Quand vous créez une entreprise, vous n'allez pas vous-même être PDG, caissier, trésorerie, sentinelle, comptable. Non. Même si vous êtes génie, vous avez l'obligation d'engager des gens. Et c'est comme ça que l'entrepreneuriat constitue un élément clé. Et aujourd'hui, dans ces rendez-vous de leadership et de bonne gouvernance, on ne peut pas ne pas parler de l'entrepreneuriat. Parce que les jeunes Congolais du Sud Kivu, du Nord Kivu, des autres provinces croient que l'environnement les affaires est tellement pollué que personne ne peut entreprendre quelque chose. Mes chers amis, la question que vous devez vous poser, c'est qui entreprennent, c'est qui créent des entreprises, mais ils résistent dans le même environnement que vous créez. Comment pouvez-vous concevoir que des gens qui quittent le Liban, l'Inde, le Pakistan, l'Europe, la Chine, ils viennent dans votre pays, ils font des affaires, ils réussissent et vous vous dites non, le climat économique est mauvais. C'est-à-dire, vous êtes une race qui n'est pas en mesure d'affronter le même type d'environnement économique, fiscal que rencontrent ceux qui viennent de l'étranger. Ce sont des questions que vous devez vous poser. Nous ne pouvons pas ici soutenir que le climat des affaires qui n'est pas bon est encouragé. Non. Mais lorsque dans ce même climat, toutes choses restent égales par ailleurs, il y a des gens qui réussissent. Et pourquoi est-ce que vous devez refuser de vous lancer dans la compétition? Chers amis, chers jeunes, parce que la réussite n'est pas question de race. Comment vous pouvez concevoir que dans un pays comme la RDC, il n'y a aucune banque commerciale qui appartient à un Congolais? Ce n'est pas possible. C'est des questions que nous devons nous poser, tout en étant seuls. Vous pensez qu'un jour, Dieu a écrit quelque part qu'aucun Congolais ne deviendra propriétaire d'une banque? Entre nous. C'est tellement profond que nous n'arrivons même pas à nous poser certaines questions triviales, banales, et qui peuvent constituer les détonateurs d'un leadership et d'une gouvernance différente. Aujourd'hui, vous avez en RDC non seulement des banques avec des capitaux occidentaux, mais des banques avec des capitaux africains. Mais ce sont donc des gens qui ont la même race comme vous. Ce n'est pas un problème de race. Combien de banques y a-t-il ici au Nord Kivu qui appartiennent aux originaires de la province du Nord Kivu? Combien? 6. 0. Bon, voilà. C'est un problème. Et moi, je pense qu'il est important. Vous savez, je le dis ici, c'est l'entrepreneuriat qui crée l'emploi. Le jeune. En 2015, il fallait créer 600 millions d'emplois pour que le taux de chômage reste au même endroit. Mais comment on crée les entreprises? Ce n'est pas l'entrepreneuriat. Il faut que les entreprises se créent. S'il n'y a pas d'entreprise, comment on va réduire le chômage? Chaque année, il y a des jeunes qui obtiennent des diplômes, d'État, des graduats, des licences. Mais s'il n'y a pas d'entreprise qui se crée, s'il n'y a pas de gens du Nord qui se décident de créer des entreprises, tout le monde veut être fonctionnaire de l'État.
chers amis, dans l'histoire économique du développement, nulle part on a dit que l'administration publique est le meilleur employeur dans un pays. Ça n'existe pas. C'est le secteur privé. Et on est riche quand on travaille dans le secteur privé et non dans le secteur public. C'est le secteur privé qui détient le pouvoir des riches. Quand c'est l'inverse, il y a lieu de se poser des questions. Il faut savoir travailler pour son propre compte, chers amis. Dans beaucoup de pays, les jeunes, quand ils ont leur diplôme, ils créent. Je vous donne l'histoire de ces jeunes européens brillants qui a créé ce qu'on appelle le système de taxi Uber. Vous connaissez ce type de taxi? Qui n'a consisté qu'à faire rencontrer de manière électronique l'offre et la demande des taxis en utilisant un téléphone, en utilisant un ordinateur. Mais bien avant, quand vous êtes à l'Europe, c'était plus facile de trouver un taxi. Vous appelez la société qui gère les taxis. Et on vous envoie un taxi, ou bien vous allez à un parking, vous trouvez le taxi. Si c'était un Congolais, ou quelqu'un de notre qui va dire mais le système d'offre de taxi existe déjà, qu'est-ce que je vais faire? Mais lui, il a essayé. En mettant en profit la technologie qui se présente devant lui, il a dit c'est vrai. Quelqu'un peut ne pas être à la maison et ne pas avoir son téléphone fixe, mais au moins il peut avoir son téléphone portable. Quelqu'un peut ne pas avoir le numéro de téléphone de la société gestionnaire des taxis, mais au moins avec son téléphone, il peut trouver facilement une application qui lui permet d'avoir un taxi aussi rapidement possible. Et il s'est organisé de manière à ce que, même vous, quand vous avez votre voiture privée, vous pouvez vous enregistrer auprès de sa société de manière à ce que, pendant les heures libres, votre voiture peut être utilisée comme taxi. Aujourd'hui, cet homme a des milliards de dollars dans sa poche. Entreprendre, chers amis. Entreprenez. Il y a ici à Goma, ici au Nord Kivu, beaucoup d'activités. Ceux qui sont des féministes vont dire oh, mais il n'y a pas d'électricité. Oh, il y a l'insécurité. Oh, il n'y a pas de route. Et pendant ce temps, dans ce même environnement, les gens créent, les gens réussissent, les gens progressent. La séance d'aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser, chers amis jeunes, vous qui voulez être des leaders, que vous devez utiliser vos compétences que vous avez pour que vous puissiez créer vos entreprises. La province du Nord Kivu n'a pas besoin de beaucoup de discours, de beaucoup d'associations, de beaucoup de slogans, de beaucoup de titres, de fonctions, mais a besoin des gens qui créent pour le progrès. Parce que quand quelqu'un crée une petite entreprise, il peut, il engage beaucoup de gens dans son entreprise. Ici, comme je le disais, aujourd'hui nous sommes là pour éclairer. Cette séance doit constituer un éclairage sur le potentiel que vous avez, chers amis, sur le potentiel
comme les gens qui sont autour de vous, dans votre communauté. Il ne faut pas dire que vous êtes né dans une famille pauvre. Non. Je vous dis ici que les grands qui ont réussi, la plupart d'entre eux, sont nés de familles modestes. Y compris ceux que vous chantez, c'est Bill Gates, que tout le monde connaît aujourd'hui. Mais ils ne sont pas nés dans des familles riches. Les Neymar que vous voulez toujours voir à la télé, mais ils ne sont pas nés de familles riches, ils n'ont pas des thèses de doctorat. Prenez-vous en charge. Laissez ce discours de dire, mais pour commencer une affaire, il faut de l'argent. Non, le meilleur investissement que vous avez, c'est le capital humain. C'est votre cerveau, chers amis. Moi, je suis né dans une famille très pauvre. Mon père était tireur de vin de palme. Ah oui? Tireur de vin de palme. Et chaque samedi et dimanche, on devait aller dans la brousse pour aller chercher de quoi manger. J'ai vécu dans une maison en paille, sans eau, sans électricité, sans ciment. J'ai dormi sur une natte à même le sol pendant plusieurs années. Mais cela ne m'a pas empêché de devenir ministre des Finances, Premier ministre. Je n'ai pas étudié à l'étranger. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kinshasa. J'ai eu ma thèse de doctorat à l'université protestante. Je suis un produit local comme vous. Cette thèse de dire qu'il vous faut de l'argent pour pouvoir commencer une affaire, c'est faux et archi faux. Il faut créer. Le leadership, c'est ça aussi. Un leader, il crée. Imaginez-vous tout ce que nous prenons comme avion. Mais il y a des hommes comme vous et moi qui se sont décidés de créer l'avion, de créer la voiture. L'énergie me sort pendant plusieurs années. Mais cela ne m'a pas empêché de devenir ministre des Finances, Premier ministre. Je n'ai pas étudié à l'étranger. J'ai étudié à l'université de Lubumbashi, à l'université de Kinshasa. J'ai eu ma thèse de doctorat à l'université protestante. Je suis un produit local comme vous. Cette thèse de dire qu'il vous faut de l'argent pour pouvoir commencer une affaire, c'est faux et archi faux. Il faut créer. Le leadership, c'est ça aussi. Un leader, il crée. Imaginez-vous tout ce que nous prenons comme avion. Mais il y a des hommes comme vous et moi qui se sont décidés de créer l'avion, de créer la voiture, l'énergie électrique. Ce sont des hommes comme vous et moi. Vous pensez qu'ils avaient de l'argent pour créer l'énergie, pour créer l'avion? Non. Chers jeunes leaders, vous devez pouvoir parler avec vous-même. Dites que vous êtes un potentiel unique que Dieu a créé et que vous pouvez révolutionner les choses. Vous pouvez révolutionner votre vie. Le meilleur capital, c'est vous-même. Il ne faut rien attendre des autres. C'est vous qui êtes à mesure de pouvoir vous propulser au-dessus des autres. Donc, il faut absolument que l'entrepreneuriat constitue pour vous un élément important. Parce que la délinquance, tout ce que nous avons aujourd'hui dans ce pays, particulièrement l'insécurité, mais avec un entrepreneuriat conséquent, même les niveaux d'insécurité est diminué. Parce qu'il peut y avoir une relation de cause à effet avec l'enrichissement, la prospérité et la diminution de la pauvreté et de la délinquance et des groupes armés.
Donc il y a plusieurs façons d'entrevoir des solutions au problème, mais la meilleure solution, justement, c'est la prospérité économique qui passe notamment par l'entrepreneuriat. Chers amis, si vous produisez sur cette terre du Nord-Kivu le meilleur fromage du monde, le monde construira une autoroute pour venir vous proclamer le meilleur producteur de fromage sur cette terre. Vous avez autant de capacités de créer, mais comme on l'a dit, il faut toujours de l'excellence dans ce que vous produisez. Parce que si vous ne produisez pas l'excellence, vous ne saurez jamais vous mettre en évidence et jamais en excellence. Et vous ne saurez jamais contribuer à la prospérité. Parce qu'un leader, c'est toujours quelqu'un qui contribue à l'amélioration du monde. Il y a les obstacles, nous l'avons déjà dit, mais il faut des solutions. Ce schéma est justement essayer de résumer tout ce que nous avons dit en ce qui concerne l'entrepreneuriat. En résumé, mes chers amis, ce que vous devez savoir, un leader doté d'une capacité de bonne gouvernance doit savoir toujours créer. Commencer une initiative, commencer un projet. Et quand vous commencez un projet, il faut bien le concevoir, il faut bien l'élaborer, il faut examiner le marché dans lequel votre projet va évaluer, les forces, les faiblesses, le planifier, anticiper la demande pour canaliser l'offre, identifier toutes les difficultés fiscales, économiques, infrastructurelles, projeter les bénéfices, éventuellement projeter les pertes pour les premières années. Voilà l'entrepreneuriat. On ne se réveille pas le matin parce qu'un ami fait de l'argent en produisant des tomates, vous aussi vous produisez des tomates. Un ami fait de l'argent parce qu'il produit des yaourts, vous aussi vous produisez des yaourts. On vous pose la question, est-ce que vous avez un projet bancable? Non, mais vous savez, lui aussi fait des bénéfices, donc moi aussi je ferai les bénéfices. Non. L'entrepreneuriat, c'est un projet qui s'inscrit dans la rationalité, dans la définition des objectifs. Et il faut savoir quels sont les risques qu'on court. Donc, en résumé, chers amis jeunes, je voudrais conclure. Le leadership, c'est la base du progrès de l'humanité. Si vous voulez que votre province réussisse, vous voulez que votre ville réussisse, vous voulez que vous-même vous réussissiez, ayez une vision. Et quand vous aurez une vision, il faut qu'elle soit grande. Et quand vous l'avez, il faut qu'elle soit connectée à vos talents, à vos capacités. Et il faut que cette vision soit déduite en objectifs globaux, intermédiaires, sectoriels, et qu'il y ait des méthodes pour les véhiculer avec des techniques précises, efficaces. Et que quand vous aurez décidé, vous aurez aussi réconfiguré tous les obstacles possibles que vous devez vaincre avec une batterie de valeurs. Vous devez être un homme de valeurs. Et que, au-delà de leadership, il vous faut de la bonne gouvernance qui peut être politique, juridique, sociale, judiciaire, économique, financière.
Et que c'est le binôme leadership de gouvernance qui permet de produire un homme fort, un vrai leader, une nation forte, une province forte, une institution forte, un territoire fort, une localité forte. Et qu'il faut un État protecteur, programmateur. Vous devez prévoir, vous devez planifier, vous devez protéger. Et que le leadership, c'est dans la production. Vous ne pouvez pas être leader, être doté des principes de bonne gouvernance sans savoir créer. La production fait partie des qualités de leadership, l'entrepreneuriat. Il faut pouvoir concevoir un projet, étudier les avantages, quels sont les risques, quels sont les avantages qu'on peut avoir de ce projet, planifier, bancaliser le projet et finir par réduire la pauvreté. Éviter de chanter à tout moment que ce pays est maudit, que cette province est maudite. Dieu n'a jamais maudit une province, un pays, une personne, et que la malédiction, c'est tout simplement les déficits de leadership et les déficits de gouvernance. Et que cette séance d'aujourd'hui doit nous permettre de lever les options pour un leadership de qualité et une gouvernance de qualité. Et je sais, chers amis, que vous, jeunes qui êtes ici dans cette salle, vous êtes capables de décider. Et je suis convaincu que cette journée va être une journée historique pour vous et pour moi. Je vous remercie.